Les Sarrasins, tous les envahisseurs de la chrétienté ont emprunté ce chemin. Une forteresse s'est dressée au cœur de cette région de violents combats. Une forteresse assez puissante pour résister à toutes les armées des hommes. Les marchands se déplaçant d'Espagne jusqu'à l'Europe centrale et les soldats marchant de la Méditerranée à l'Atlantique, tous s'émerveillaient en la découvrant. Ce n'était pas un simple château, ses remparts pouvaient en contenir 10. Ce n'était pas non plus une ville, aucune ville ne pouvait s'enorgueillir de 2 kilomètres de remparts et de plus de 50 tours. Non, la citadelle de Carcassonne était la plus belle et la plus forte, la dernière relique de l'âge des géants. Une légende raconte que c'est ici que Dame Carcasse arrêta les légions de Charlemagne. Elle accompagna la retraite de l'empereur vaincu d'une sonnerie de trompette. Depuis ce jour, la forteresse fut connue sous le nom de Carcassonne. La Dame Carcasse sonne. Les premières pierres de Carcassonne furent probablement posées par les Romains 70 ans avant notre ère. Le mur de l'Empire fut édifié 3 siècles plus tard. Le sort de l'Empire fut scellé quand les Visigoths et les Francs enfouirent les fondations romaines sous de nouveaux remparts. Une deuxième enceinte fut ajoutée pour former un piège mortel. Les ennemis assez puissants et déterminés pour percer l'enceinte extérieure se retrouvaient pris au piège et écrasés sous des volées de pierres. Les 30 tours de l'enceinte intérieure sont à une volée de flèches les unes des autres. Donc, chaque tour pouvait défendre ses 2 voisines. Quand les arcs devinrent plus puissants, la distance augmenta. La porte centrale était toujours le point faible d'un château. La porte narbonnaise de la forteresse de Carcassonne fait exception à la règle. Ses voûtes de grès s'ouvrent vers le haut, permettant à une pluie de feu de s'abattre des tours sur les envahisseurs. Plus loin, des portes et des grilles de fer, et une trappe qui se referme sur les envahisseurs armés de béliers. Sous le règne d'une puissante dynastie française, les Trencavel, Carcassonne atteignit le faîte de sa gloire. Au XIIe siècle, les comtes de Trencavel avaient acquis leur fortune par le commerce, très lucratif dans la région. Ils bâtirent le château comtal vers 1130. À partir de ce château, les comtes régnèrent comme des rois sur les 20 000 paysans de leur domaine. Un Trencavel allait payer cher l'humanité dont il faisait preuve. Les innovations architecturales du château comtal allaient être copiées dans d'autres châteaux à travers l'Europe, surtout les palissades. Protégés sous ces abris couverts, les soldats pouvaient tirer sur les assaillants qui tentaient de creuser sous les fondations du château. L'arrière du château abritait un piège encore plus diabolique, un piège mortel. Pour percer le mur, les assaillants n'avaient d'autre chemin que ce couloir. À l'intérieur, ils étaient fauchés comme des quilles par des rochers et ils subissaient une pluie meurtrière de pierres et de flèches. Le château comtal était si craint et respecté qu'il ne fut jamais attaqué ni pris.
Outre un refuge pour les populations de Carcassonne, le château abritait un sanctuaire pour l'esprit. La basilique de Saint-Nazaire. Bâtie en 1096, la basilique fut construite sur le modèle de la basilique de Rome. À l'intérieur, là où les fidèles viennent prier et se recueillir, la nef et le chœur sont austères. Mais au-dessus, les vitraux colorés éclairent de 1000 lumières la magnificence de l'architecture de ce vaste édifice. L'année où il consacra la basilique, le pape Urbain II ordonna une croisade contre les infidèles en Palestine. Un siècle plus tard, la seule croisade jamais entreprise en terre européenne allait détruire la paix et le calme de ce lieu saint. Au XIIe siècle, une foi naquit à Carcassonne qui allait rivaliser avec la chrétienté. Ses fidèles suivaient les préceptes du Christ, mais là s'arrêtait la similitude. En grec, Cathare veut dire les purs. Selon leur dogme, Dieu créa le ciel et l'esprit. Le monde des hommes, les armées, les églises et les papes étaient l'œuvre de Satan. L'homme appartenait aux deux mondes, un esprit prisonnier de la chair. Une idée représentée dans toute sa force par la pierre de Minerve des Cathares. Au XIIIe siècle, les Cathares se comptaient par dizaines de milliers. Certains furent ordonnés prêtres et consacrèrent leur vie au Nouveau Testament. Leur simplicité et leur courage leur valurent d'être connus comme des bons hommes. Leurs différences valurent aussi aux Cathares du Languedoc d'être victimes de nombreuses attaques. Les nobles cathares construisirent des citadelles au sommet des montagnes pour se protéger de l'église et de la couronne. Retirés dans des châteaux au milieu des nuages comme Montségur, ils cherchaient à se rapprocher de Dieu et à s'éloigner d'un monde corrompu. Du haut de leur retraite, les pèlerins cathares virent les orages qui s'amoncelaient dans la vallée. En l'an 1200, Carcassonne était une ville puissante qui abritait des centaines de cathares. Ici, ils trouvaient tolérance et même une oreille attentive. Les Trincavel, comme nombre de nobles du Languedoc, désapprouvaient les excès et les convoitises de Rome. La vente des indulgences, la corruption du clergé, l'autorité du pape sur leurs paysans. Raymond Roger, le comte Trincavel, se montra un protecteur prudent des cathares. Faisant mentir le nom de sa famille qui signifiait « valeureux combattant », il prêchait la prudence aux hérétiques qui se dressaient contre Rome. En 1208, le pape Innocent III s'alarma de la popularité des cathares dans le sud de la France. Les fidèles chrétiens pourraient être détournés du droit chemin par ces hérétiques. Cette année-là, Innocent III envoya des missionnaires en Languedoc afin de reconquérir cette région. C'est là qu'un des représentants du pape fut assassiné.
1203 ordonna une guerre sainte contre la totalité du Languedoc et contre la capitale des hérétiques, Carcassonne. L'auteur de la chanson de la croisade albigeoise parle d'une armée puissante et merveilleuse et de 20 000 chevaliers armés de pied en cap. Comptant les mercenaires, le total était probablement plus proche de 200 000 hommes menés par 500 chevaliers. Par décret papal, toute terre conquise leur appartenait. Pour les nobles du nord de la France, la croisade contre les Cathares se résuma à une conquête des terres du sud. À Carcassonne, Raymond Roger Trincavel eut vent de la croisade meurtrière. À Béziers, alors qu'elle s'avançait sur sa ville, l'armée sainte avait tué sans pitié 20 000 paysans. Trincavel publia un édit. J'offre une ville, un toit, du pain et mon épée à toutes les personnes persécutées qui se trouveront bientôt sans ville, ni toit, ni refuge, ni pain. Le 1er août 1209, les croisés dressèrent leur camp sur l'Aude et coupèrent l'approvisionnement en eau de la ville. Ce fut le début du siège de Carcassonne. Depuis des camps chrétiens s'étendant à perte de vue, les soldats roulèrent des tours hautes de plus de 15 mètres afin de vaincre les murs de la forteresse. Raymond Roger Trincavel les combattit. Et selon la chanson de la croisade, le comte et ses soldats grimpèrent en haut du mur et les flèches de leurs arbalètes laissèrent plus d'un homme mort sur le champ de bataille. Les ennemis mirent en place des catapultes, appelées alors des trébuchets, et déversèrent une pluie de pierres sur les enceintes fortifiées. Se battant à 1 contre 100, Raymond Roger et les défenseurs du château ne capitulèrent pas. La machine de guerre la plus meurtrière du Moyen-Âge, le trébuchet, pouvait lancer un rocher de 12 kilos à presque 200 mètres. Plusieurs fois par jour, les catapultes crachaient des pierres et des barils d'huile enflammée sur la ville assiégée. À l'aube d'une nuit d'orage, une pierre enfonça la porte de l'Est. Les croisés envahirent la place forte. Ivres de sang et de victoire, ils furent décimés par les défenseurs du château. Après 12 jours et 12 nuits de siège, les rues de Carcassonne étaient désertes. Ses habitants s'étaient réfugiés dans le château comtal, où des centaines de femmes et d'enfants souffrirent de la faim et de maladies. Les réserves de nourriture étaient épuisées. Les puits étaient asséchés. Portant un drapeau blanc, Trincavel chevaucha jusqu'au campement ennemi sur le bord de l'Aude. Là, il négocia avec le baron Simon de Montfort et les autres chefs de la croisade. Faisant fi du drapeau blanc et du code de la chevalerie, les croisés enchaînèrent Trincavel. Conquise par la fourberie et non par la force, Carcassonne se rendit.
Enfermé dans une tour, le protecteur des Cathares, Raymond Roger Trincavel, tomba malade et mourut 3 mois plus tard. Son titre et ses terres passèrent aux mains de son ennemi, Simon de Montfort, qui fit le serment de continuer la croisade. Une fois son quartier général installé à Carcassonne, le baron assiégea des dizaines de places fortes et de villages cathares. Une tuerie sans discernement ni pitié. L'histoire raconte qu'alors qu'on lui demandait comment reconnaître un chrétien d'un hérétique, un croisé répondit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». En 1218, après 9 ans de bataille et de tuerie, les croisés sont devant Toulouse. Ils trouvent une ville prête à se défendre. La pierre du siège à Carcassonne raconte la revanche des hérétiques sur les croisés. Une pierre bien lancée écrasa le crâne de Simon de Montfort. Selon la chanson de la croisade, la catapulte qui avait tiré cette pierre était actionnée par des femmes. Selon des récits de croisés, l'âme de Montfort, représentée par un bébé, fut portée vers les cieux par des anges. Le baron lui-même fut enseveli dans la basilique Saint-Nazaire de Carcassonne. La croisade de la terreur se termina enfin. Et une autre commença. En 1226, Carcassonne devint propriété du roi de France. Là où l'épée n'avait pu détruire les hérétiques, la croix prévalut. En 1233, le pape Grégoire IX envoya des agents en Languedoc pour traquer les hommes suspectés d'hérésie. C'est l'aube de l'Inquisition. Ces pages sombres de l'histoire de l'Église qui commencèrent à Carcassonne allaient durer 400 ans et se répandre dans toute l'Europe. Dans les tribunaux de l'Inquisition, les accusés étaient soumis à la question avec le chevalet et la Vierge de fer. Suivant leur inévitable confession, les hérétiques étaient condamnés à l'enfer et brûlés sur des bûchers. En 1244, une armée composée de 4000 chevaliers commandée par l'archevêque de Narbonne attaqua la forteresse de Montségur. C'est là que les derniers cathares du Languedoc livrèrent leur ultime bataille. L'archevêque offrit aux soldats chrétiens qui s'étaient joints aux défenseurs de la ville de leur laisser la vie sauve s'ils se rendaient. Loin de se rendre, les chevaliers qui avaient vécu parmi les bons hommes prononcèrent les vœux des prêtres cathares, puis ils entrèrent dans un enclos rempli de bois. Plutôt que de se soumettre au feu de l'Inquisition, ils se suicidèrent par le feu. Au pied de la montagne, une stèle porte témoignage. Les cathares martyrs du pur amour chrétien, mars 1244.
Au XVIe siècle, Carcassonne, comme la plupart des châteaux du Moyen-Âge, devint obsolète par la force d'une seule arme, le canon. Il arriva encore que face à une armée faible, Carcassonne prouve à nouveau sa force. Mais au XIXe siècle, quand un artiste peignit la forteresse, elle était déjà pratiquement abandonnée et tombait en ruine. Puis Prosper Mérimée en appela au peuple de France pour préserver ce monument historique de la tolérance religieuse. En 1844, le gouvernement fit appel à celui qui était alors le meilleur architecte de France, Viollet-le-Duc, et lui donna pour mission de reconstruire la forteresse. Les travaux de restauration de Viollet-le-Duc furent marqués par une passion qui ne se démentit jamais, même s'ils manquèrent parfois d'exactitude. La controverse fit rage autour des toits coniques qu'il ajouta à la formidable porte narbonnaise et à d'autres tours. Au Moyen-Âge, les toits des tours étaient plats. Un artiste nous offre ce témoignage de la restauration de Carcassonne, des dessins effectués avant et après les travaux. On raconte qu'un petit nombre de prêtres cathares réussirent à échapper à l'Inquisition et à maintenir leur foi vivante aux environs de Carcassonne. Certains prétendent que si le pape n'avait pas déclaré la guerre aux Cathares, leur religion aurait submergé le continent. Carcassonne aurait pu devenir une deuxième Rome. Aujourd'hui, Carcassonne est la forteresse moyenâgeuse la mieux préservée d'Europe. Cette ville au cœur du Languedoc, berceau du catharisme, est une cité moderne et florissante.